c'est une guerre plus que millénaire. Depuis que l'homme cultive des plantes pour se nourrir, des bêtes s'installent dans les plantations et les dévastent. En ce début de printemps, ces dévoreurs de récoltes ne sont encore que des larves d'insectes, des œufs en dormance, des vers engourdis. Mais bientôt, cette armada partira à l'assaut des jeunes plantes. Avec les pesticides chimiques, l'homme a cru avoir gagné la partie contre ces ravageurs des cultures. Mais les pesticides chimiques se sont révélés nocifs pour l'environnement et pour la santé des hommes. Il existe pourtant une autre arme contre ces insectes, naturelle, non polluante, un autre insecte. Cela s'appelle la lutte biologique. Les hommes envoient dans leurs champs des petits soldats pour protéger les récoltes. Un insecticide vivant. L'idée est belle, mais complexe dans son application. Il n'est pas si simple d'utiliser des êtres vivants pour combattre d'autres êtres vivants. Mais partout dans le monde, des scientifiques et des agriculteurs sont persuadés qu'il est possible, grâce à la lutte biologique, d'inventer une agriculture saine et durable. Ici, la plantation a l'âge approprié pour l'attaque des papillons. Le papillon pond ses œufs sur les feuilles de la canne à sucre. Et à partir de là, quand les chenilles éclosent, elles rentrent dans les tiges et commencent à se nourrir. Au Brésil, les plantations de canne à sucre subissent les attaques incessantes d'un papillon, la pyrale de la canne à sucre, dont la chenille peut faire de gros dégâts. Voici la chenille. Ici, elle s'est déjà nourrie. Elle a déjà fait une petite galerie dans la tige, et cette partie rouge, ce sont des moisissures. Diogo Carvalho dirige une entreprise spécialisée dans la lutte biologique. Dans ce pays champion de l'emploi de pesticides chimiques, son travail et sa passion sont de promouvoir des méthodes biologiques de protection des cultures. Ici, ce sont des œufs de la pyrale de la canne à sucre qui ont déjà été traités. Je sais qu'ils ont été détruits car ils sont noirs. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait le traitement. Voilà. C'est la carte de libération. Les guêpes sortent d'ici et vont pondre leurs œufs à l'intérieur des œufs de la pyrale. Incroyable! Des guêpes minuscules protègent ces immenses plants de canne à sucre. Elles sortent des cartons comme des guerrières, escaladent les immenses feuilles, il faut faire vite. Ces guêpes sont des parasites. Elles doivent trouver les beaux œufs frais de la pyrale ravageuse pour se reproduire. La danse de mort commence. Un œuf après l'autre, elles pondent leurs œufs et tuent les embryons du papillon. Les pyrales ravageuses ne verront jamais le jour. De ces œufs émergeront de jeunes guêpes qui iront à leur tour parasiter d'autres œufs de la pyrale. La lutte biologique est un outil puissant de protection des cultures, et elle l'a déjà prouvé dans le passé. Hans Herren a consacré sa vie à la défense d'une agriculture écologique. Il a été l'initiateur dans les années 80 d'un des plus gros programmes de lutte biologique au monde. Une belle histoire où ce scientifique et des millions d'insectes ont volé au secours des hommes.
À l'époque, Hans Herren, jeune entomologiste, est en poste au Nigeria. Les cultures de manioc sont dévastées par une cochenille inconnue qui se propage rapidement dans toute l'Afrique de l'Ouest. La situation alimentaire se détériore très vite. La question c'était, qu'est-ce que ce nouveau ravageur? Les gens ont tenté de pulvériser la bête, mais rien ne s'est passé, parce qu'elle est très difficile à tuer avec un insecticide. Elle est recouverte d'une sorte de cire qui la protège à peu près de tout. Une fois sur place, on m'a demandé « Qu'est-ce que vous feriez ?» J'ai répondu « De la lutte biologique ». L'équipe de Hans Herren trouve une guêpe qui tue cette cochenille. Des milliers de ces guêpes sont alors élevées puis lâchées dans les champs de manioc pour décimer le ravageur. Le succès est total. Quand on l'a relâchée, on n'en croyait pas nos yeux. Elles se sont multipliées encore et encore. Les guêpes se sont acclimatées. Et maintenant, 35 ans après le premier lâcher, elles sont toujours là et elles font leur travail. Les instances de l'ONU ont estimé qu'avec ce programme, plus de 20 millions de personnes ont échappé à la famine. Nous savons en fait que le contrôle biologique est une des meilleures façons de lutter contre les insectes ravageurs. Protéger les champs, les vergers en se servant de ce que la nature offre. Sélectionner, élever et relâcher des petits êtres vivants pour combattre les dévoreurs de récoltes et les plantes invasives. Ne pas polluer la terre, ni l'air, ni l'eau en ajoutant des produits de synthèse chimique. La lutte biologique porte en elle une forme d'harmonie entre l'homme et la terre qui le nourrit. La bioprotection repose sur l'utilisation des ennemis naturels des ravageurs pour les éliminer. L'homme détourne à son profit des antagonismes, des rivalités qui existent déjà dans la nature. Et au cours de la Révolution, les êtres vivants ont inventé bien des façons de se tuer. La lutte biologique utilise des insectes prédateurs. Je suis une coccinelle auxiliaire, alliée des hommes. On me lâche dans les vignes et je mange mon insecte préféré, la cochenille farineuse qui suce la sève des feuilles. Je suis une guêpe auxiliaire et mon mode d'action est le parasitisme. Je ponds mes œufs dans le corps de mon ennemi et mes petits se développent tranquillement en le tuant à petit feu. Je suis microscopique, vers nématodes, bactéries ou virus. Les hommes m'utilisent dans des solutions. On m'appelle alors biopesticide et je rends malade mon ravageur favori en l'infectant. À Biotope, entreprise spécialisée en lutte biologique, des recherches sont en cours pour trouver un nouvel auxiliaire qui voudra bien attaquer un papillon ravageur de la vigne. Comme leur lointaine cousine du Brésil, les espèces européennes de petites guêpes trichogrammes sont mises à contribution. Le but, c'est d'avoir que des femelles. Ce sont elles qui sont les auxiliaires, qui pondent leurs œufs. Du coup, je présélectionne à l'œil nu les femelles et après, je vérifie à la binoculaire si je ne me suis pas trompée. Dans les tubes, différentes souches de guêpes vont passer une série de tests d'efficacité. On veut sélectionner celle qui sera la plus mortelle pour le ravageur, mais qui n'attaquera pas d'autres espèces de papillons que lui. C'est le grand défi. On a un ravageur qui s'attaque au grain de raisin, donc l'Obesia botrana. Et à côté, on a l'ennemi naturel, l'auxiliaire, des trichogrammes, donc qui sont des parasitoïdes. Ça veut dire qu'ils vont pondre leurs œufs dans les œufs de l'Obesia.
Je prends les tubes de ponte où l'Obesia botrana a pondu sur les côtés. Je prends mes femelles que j'ai donc isolées. Donc il y a une femelle dans chaque tube. Et je la mets en contact avec les œufs de l'Obesia. Je referme et je l'enlèverai 24 heures plus tard. Alors, pondra quelques œufs, beaucoup, ou ne pondra pas du tout? Pour comprendre ce qui se joue dans ces tubes à essai, il faut pénétrer dans la partie la plus secrète du département de recherche, le souchier. Dans cette pièce à l'écart du monde, plus de 700 souches de guêpes trichogrammes vivent en tube. C'est le vivier, le trésor dans lequel les chercheurs puisent pour trouver de nouveaux auxiliaires. D'une souche de guêpe à une autre, il n'y a qu'une infime variation génétique, mais cette variation fera peut-être toute la différence face à un ravageur. La diversité du vivant est le socle de la lutte biologique. « 24 heures plus tard, il faut compter le nombre d'œufs parasités dans chaque tube par les femelles des différentes souches. Bien. 53 et toi? 35. Ah. Je m'ai battu. Il arrive que parfois on ne trouve pas l'insecte idéal pour un ravageur donné. Mais le réservoir est immense. Des milliers d'ennemis naturels qui feraient d'excellents auxiliaires restent encore à découvrir. L'homme du XXIe siècle n'a rien inventé. Un texte vieux de plus de 2000 ans témoigne que les Chinois pratiquaient déjà la lutte naturelle contre les dévoreurs de récoltes en élevant des fourmis pour protéger les mandariniers. À la fin du XIXe siècle, Charles Riley est considéré comme le pionnier de la lutte biologique scientifique. Brillant spécialiste des insectes, il a l'idée d'importer d'Australie une coccinelle pour décimer un ravageur des vergers d'agrumes californiens. C'est une réussite complète. L'utilisation d'insectes bénéfiques en agriculture se répand dans le monde. C'est l'âge d'or de la lutte biologique. Et puis tout s'arrête. Dès les années 40, les pesticides chimiques envahissent les champs. Simples à utiliser et d'une effarante efficacité, ils font table rase du raffinement biologique. Le modèle agricole chimique se répand dans le monde entier. Ce n'est que dans les années 60 que les recherches en lutte biologique reprennent progressivement. À l'ombre des pesticides, les petits auxiliaires repartent doucement au combat. Ça a pris un certain nombre d'années, mais maintenant, une grande majorité des serres en France utilisent les insectes comme un des moyens de contrôle des ravageurs sur leur culture. En tomates, par exemple, et aussi sur les cultures florales de plus en plus. On a plusieurs dizaines d'espèces qui sont utilisées en France. Ceux qui sont utilisés sur les plus grandes surfaces sont les trichogrammes, puisque c'est utilisé en plein champ. Et par exemple, le trichogramme qu'on utilise sur le maïs, on l'utilise sur près de 120 000 hectares en France. Maïs, canne à sucre, manioc, agrumes, riz, coton. Les petits auxiliaires ont aujourd'hui leur place dans le grand monde agricole. Discrets et plutôt ignorés du grand public, ils sont 230 espèces à travailler chaque jour pour les hommes. Je suis une larve de chrysope. Personne ne me connaît et j'aime planter mes mandibules dans la chair tendre des cochenilles.
La lutte biologique doit se développer dans le futur. La lutte chimique, confrontée à des ravageurs qui résistent de plus en plus à ces produits, semble à bout de souffle. Mais pire, avec l'augmentation de la population mondiale, l'extension des terres cultivées fabrique de nouveaux prédateurs de récolte. Les hommes défrichent des espaces naturels et des insectes qui se nourrissaient de plantes sauvages s'installent dans les plantes cultivées et y prolifèrent. Les scientifiques essaient de comprendre ces mécanismes d'adaptation. Car n'en déplaise aux hommes, on ne naît pas ravageur, on le devient. En ce moment, on est dans une période où beaucoup de peuplements végétaux sauvages sont remplacés par des cultures. Et donc, que deviennent les insectes qui sont initialement sur peuplement sauvage? Quelle est la menace pour les cultures? L'équipe de Laure Kayser-Arnaud cherche à savoir s'il existe chez certaines populations d'insectes sauvages des prédispositions génétiques à devenir ravageurs. Sous la loupe des scientifiques, un petit papillon d'origine africaine, la sésamie du maïs. Sa chenille attaque des plantes céréalières, le sorgho en Afrique, le maïs en France. Comme la pyrale de la canne à sucre, c'est une chenille foreuse qui s'installe dans la tige. Vous voyez ici un trou de pénétration. Et voilà. Là, on voit très nettement que la chenille a mangé tout l'intérieur de la tige. On n'a plus que des déjections. La sésamie du maïs, elle nous intéresse par rapport aux mécanismes qui font qu'un insecte passe ou non sur plante cultivée. Parce qu'en effet, en Afrique de l'Est, on trouve des populations de sésamies qui restent sur leurs plantes sauvages, même s'il y a des cultures de maïs à proximité. Alors que dans les pays méditerranéens, on a des grosses populations de sésamies sur le maïs et sur le sorgho. Sésamie française ou kenyane, c'est la même espèce. Mais la chenille française s'est adaptée au maïs cultivé, alors que l'africaine a gardé son alimentation d'origine, le maïs sauvage. L'équipe observe le comportement alimentaire des deux populations de sésamies. Parallèlement, les scientifiques décryptent petit à petit les variations génétiques qui prédisposent un insecte à devenir ravageur. Ils ont identifié un gène appelé foraging, de l'anglais recherche de nourriture, qui serait fortement impliqué dans cette évolution. Mais d'ores et déjà, ils sont arrivés à ce résultat étonnant qu'il est en fait extrêmement difficile pour un insecte de s'adapter aux cultures humaines. Il y a peu d'espèces finalement qui se développent dans les cultures. Par exemple, il y a 150 espèces environ de chenilles foreuses de plantes herbacées en Afrique. Et parmi ces 150, seuls 4% sont des ravageurs de plantes céréalières. Mais sur la culture, elles développent de très grosses populations. Des espèces sauvages qui deviennent ravageuses, des ravageurs qui deviennent résistants, et pour couronner le tout, un invraisemblable chassé-croisé d'espèces vivantes transportées au gré d'une économie mondiale en surchauffe. Chaque année, une trentaine d'espèces exotiques, introduites fortuitement en Europe, réussissent à s'installer durablement. On estime que 1 à 3 de ces espèces animales et végétales menaceront à terme les cultures et la biodiversité. René Sforza est chercheur dans un laboratoire de lutte biologique du ministère américain de l'Agriculture. Il a pour mission de trouver un auxiliaire qui pourrait endiguer la prolifération d'une plante aux États-Unis. Il travaille aujourd'hui à l'herbier du Muséum de Paris, car cette plante vient d'Europe. Oh, look. We have new specimens here.
What do we have here? It's a specimen from Lot, Central France. Yeah, let's see. Okay. This is Where is it? from 1873, so it's quite old. Well, smaller specimen. Dans la valse mondiale des espèces, on est toujours l'exotique de quelqu'un. L'Europe est envahie, mais certaines espèces européennes provoquent des ravages dans d'autres parties du monde. On travaille sur une graminée invasive dans tout l'ouest des États-Unis. Cette graminée s'appelle l'avoine douteuse. Son petit nom latin, c'est Ventenata dubia. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, elle ne posait pas de problème, au milieu des années 1950-1960. Et puis, c'est un petit peu plus tard que cette espèce, qui est devenue invasive, a proliféré. L'avoine douteuse couvre à présent plusieurs millions d'hectares de prairies américaines. Elle est un fléau pour les éleveurs de bétail, car elle est toxique pour les vaches. Mon travail, ça va être d'aller dans l'aire d'origine et puis de faire un catalogue de ces ennemis naturels, qui peuvent être des insectes, des acariens ou des agents pathogènes, des champignons, des virus, des bactéries. Comment tout ce cortège vit ensemble, avec l'objectif final, éventuellement, de relâcher en Amérique du Nord l'un de ces agents de lutte biologique pour contrôler la plante invasive là-bas, qui, elle, est arrivée toute seule. René Sforza et Dorothy Maguire pratiquent la lutte biologique par acclimatation. Un travail d'orfèvre où l'auxiliaire introduit devra survivre dans son nouveau milieu, décimer l'espèce indésirable, sans perturber la faune et la flore locale. Trois mois plus tard, les scientifiques tentent de débusquer leurs chères plantes dans le paysage qui s'étale devant eux. Ironie du sort, l'avoine douteuse qui envahit les prairies américaines est très rare et en voie d'extinction en Europe. Un botaniste allemand les accompagne qui connaît les bons coins. This is a place where we might find Ventenata. Right here? Yeah, it's right here. That's the first site. It used to be a very good site for Ventenata, but this year with all this drought, I don't know if we really find it, but well, let's see. See over there, it's all filled with Ventenata. Oh yeah, look there, Regardez, il y en a plein, il y en a partout. Alors, c'est toute cette plante avec les bras ouverts là, qui nous appelle là. Hop là, il y en a ici. Donc là, on a bien affaire à l'avoine douteuse. Et en plus, les graines sont bien remplies, donc on peut envisager de les récolter pour les faire germer. Je ramasse la terre qui est autour des racines parce qu'on veut connaître les conditions dans lesquelles Ventenata aime pousser. Nous espérons aussi savoir s'il y a des micro-organismes dans la terre qui facilitent ou inhibent la croissance de Ventenata. Comprendre ce qu'il y a dans le sol peut peut-être nous apporter des indices sur le fait qu'elle soit si rare en Europe et si abondante en Amérique du Nord. Alors, est-ce qu'il y a un candidat pour contrôler l'avoine douteuse? Là, il n'y a rien qui attire l'œil. Après, c'est comme un entonnoir, on récolte beaucoup au début, et puis au final, on va en garder 1, 2, 3 espèces. La population de plantes n'est pas très importante ici, donc forcément, la population d'ennemis naturels potentiels est peu importante également. Donc voilà, on est au début, on est optimiste, il faut garder cet optimisme jusqu'au bout.
Dans quelques années, un insecte ou un champignon d'origine européenne sera peut-être introduit aux États-Unis pour contrôler l'avoine douteuse. Et les vaches américaines retrouveront leur bon fourrage d'antan. En attendant, le travail continue. Introduire une espèce exotique dans un pays n'est pas anodin. Dans le passé, la lutte biologique a connu quelques ratages. Dans les années 80, une petite bête est importée aux États-Unis pour lutter contre les pucerons, la coccinelle asiatique. La larve de la coccinelle, très différente de l'insecte adulte, est un prédateur vorace, ce qui en fait un bon auxiliaire. Mais très vite, rien ne va plus. La coccinelle asiatique a un régime alimentaire plus varié que prévu. Elle attaque et mange les coccinelles autochtones dont elle est bientôt accusée de prendre la place. La vérité est que certains auxiliaires prédateurs ne sont pas aussi spécifiques que les scientifiques ont bien voulu le dire. Et c'est un accroc dans la belle étoffe biologique. Coccinelle asiatique, Harmonia accidentis, ça doit être ça, voilà. Là, ça vient, c'est originaire de Chine, on a été relâché au Québec, en Canada, aux États-Unis, mais aussi en France, et maintenant en Angleterre, en Belgique, etc. C'est un insecte qui a été importé comme un insecte utile, et qui petit à petit, même assez rapidement, a changé de statut et est devenu un insecte nuisible, parce qu'il pose des problèmes qui n'étaient pas ceux auxquels on pensait, d'envahissement d'habitat humain, de dispersion. C'est un insecte qu'on ne veut plus, qu'on cherche à contrôler. C'est un insecte qui ne doit pas être utilisé en lutte biologique, c'est sûr. Le dérapage de l'introduction de la coccinelle asiatique va, hélas, et pour longtemps, déconsidérer la lutte biologique aux yeux du public. À propos de la lutte biologique se pose toujours la grande question. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que nous allons bouleverser l'environnement avec ces introductions ? Le fait que la lutte biologique puisse poser des problèmes me semble être quelque chose de bien, parce que ça montre que c'est de l'écologie appliquée, que c'est pas juste de l'ingénierie, on produit des insectes, on les lâche. Mais non, c'est un vrai problème scientifique, académique et d'écologie, et qu'il faut creuser. Quand vous trouvez un insecte quelque part, vous entrez dans un processus de quarantaine. Vous l'identifiez de manière sûre. Vous vérifiez ce qu'il mange, comment il se reproduit, ce qu'il aime et n'aime pas. Donc vous faites toute cette recherche. Et si vous la faites bien, vous minimisez les risques que quelque chose se passe mal. Entre le risque calculé d'introduire un insecte et les dommages certains des pesticides chimiques, que faut-il choisir? Sur 120 années de données scientifiques, 99% des programmes en lutte biologique ont été au mieux efficaces, au pire n'ont créé aucun dommage à la biodiversité. Je suis une larve de Cirphoxyliaire. Je suis efficace et sans danger. Je mange les pucerons qui sucent la sève des pommiers. Un avion déverse des insecticides? Non, c'est un avion de lutte biologique qui largue 400 000 œufs de petites guêpes trichogrammes par hectare de plantation. Partout dans le monde, la bioprotection traite désormais les grandes cultures intensives. Au Brésil, environ 4 millions d'hectares de canne à sucre bénéficient de l'action des bonnes fées parasitoïdes. Les guêpes n'ont pas été introduites, elles sont natives du pays et on augmente leur nombre quand les ravageurs attaquent. C'est la lutte biologique par augmentation.
Cheryl Ivia-Hauf est responsable des cultures dans une exploitation de 7000 hectares de canne à sucre. Les plants servent à fabriquer du sucre et surtout de l'éthanol, le carburant routier. Des produits chimiques comme des herbicides sont utilisés dans la plantation. Mais les guêpes parasitoïdes sont le traitement prioritaire contre la chenille de la pyrale de la canne à sucre. Pour moi, le contrôle biologique est un moyen durable de cohabitation entre les ravageurs, la plantation et les parasitoïdes. Les résultats sont très positifs, mais il faut être persistant. J'y crois beaucoup plus qu'au contrôle chimique. La lutte biologique demande une attention particulière. Il faut en permanence surveiller le nombre de papillons ravageurs présents dans la plantation. On pose des pièges. Dès que le nombre de pyrales capturées dépassera un certain seuil, signe d'une nouvelle infestation, un nouveau lâcher sera décidé. Les lâchers ont lieu 3 ou 4 fois par an et peuvent aussi se faire à pied. Les ouvriers déposent les cartes remplies d'œufs de guêpes. Dans les monocultures intensives, la lutte biologique est un éternel recommencement, car il est impossible d'obtenir un équilibre durable entre la population de ravageurs et d'auxiliaires. Les guêpes parasitent les œufs de la pyrale, éclosent, puis continuent à parasiter d'autres œufs et se multiplient, jusqu'au moment où il ne reste plus d'œufs dans la plantation. Les petites guêpes sont introduites dans des champs immenses. Leur rayon d'action est si faible qu'elles n'arrivent bientôt plus à trouver des œufs pour se reproduire. La plupart finissent par mourir. La pyrale, plus mobile, peut facilement voler de champ en champ. Et dans cet immense paysage où il n'y a que de la canne à sucre, il y a bien toujours quelque part un réservoir de pyrale prêt à revenir à l'attaque. Quand les ravageurs reviennent, la population native du parasitoïde est trop petite et n'arrive pas à contrôler efficacement la plantation. Ce que nous faisons chez Bug, c'est élever ces parasitoïdes et les envoyer en quantité massive aux agriculteurs pour qu'ils puissent les lâcher au moment idéal pour que le contrôle soit vraiment efficace. Voici les œufs qui seront dispersés dans les champs. Chaque gramme de cette matière en contient 36 000. La production en série de ces guêpes prêtes à l'emploi repose sur un habile subterfuge. Normalement, Trichogramma gallois a besoin pour se reproduire de parasiter l'œuf de la pyrale de la canne à sucre. Mais les hommes ont trouvé un moyen de la tromper. Ils lui présentent des œufs d'un autre papillon ravageur, la très ordinaire mythe de la farine, Anagasta cugnella, très facile à élever. Et le subterfuge fonctionne. Cela signifie que pour produire des milliards d'œufs de trichogrammes par semaine, il faut élever des milliards de petites mites de la farine. Le plus grand défi du laboratoire est précisément d'élever en grande quantité Anagasta cugnella. Dans ces boîtes, nous élevons les chenilles qui se transformeront en papillons, mites de la farine.
Dans une boîte comme celle-ci, il y a à peu près 6 000 chenilles adultes. Nous produisons 10 000 boîtes par semaine. 10 000 boîtes, 6 kg d'œufs d'insectes produits par semaine. La belle idée de lutte biologique se perd sans doute un peu dans ces élevages intensifs. Mais lâcher des guêpes est de loin préférable aux insecticides chimiques. Avec les petits parasitoïdes, la bioprotection des cultures atteint un niveau d'efficacité sans précédent. La lutte biologique a d'autres armes dans sa poche, des auxiliaires bien plus petits que des insectes. Les auxiliaires microscopiques comme des bactéries, des virus, des champignons sont appelés biopesticides. Ils tuent les ravageurs en leur inoculant des maladies. Dans ce domaine de l'infiniment petit, la lutte biologique future se dessine. Dans le laboratoire de Laure Kayser-Arnaud, on retrouve la sésamie du maïs bien logée au fond de sa tige. Les chercheurs ont lancé une nouvelle étude sur ce papillon foreur. En Afrique, la sésamie du maïs est attaquée par une guêpe parasite. Mais rien à voir avec un petit trichogramme. La guêpe Cotesia est porteuse d'un virus qui agit spécifiquement sur la sésamie. Un virus hyper spécifique à une espèce de ravageur, ça fait rêver. Les scientifiques veulent décrypter le mode d'action de ce terrible virus qui permet à la guêpe Cotesia de faire grandir ses petits aux dépens de la pauvre sésamie. Alors la particularité des Cotesia, c'est de pondre dans le stade chenille. Donc, je vais placer la femelle parasite à proximité de la chenille de sésamie. Grâce à son dard qui est modifié en organe de ponte, elle va pouvoir injecter ses œufs à l'intérieur de la chenille. Voilà, elle pond. La chenille essaye de s'en débarrasser avec ses mandibules, mais c'est trop tard. La guêpe parasite a domestiqué un virus et en fait, la femelle produit des particules virales et ces particules virales sont injectées dans la chenille en même temps que les œufs et inhibent la réaction immunitaire de la chenille. Le but de la guêpe est de garder la chenille vivante mais sans défense. Grâce au virus qui bloque le système immunitaire de la sésamie, les œufs de Cotesia peuvent tranquillement se développer à l'intérieur de la chenille et la manger petit à petit. La sésamie du maïs ne restera en vie que 2 semaines, le temps pour les larves de la guêpe de sortir. Aux hommes maintenant de décrypter l'incroyable raffinement de ce comportement parasite de Cotesia. Pour inventer la lutte biologique du futur, il faudra copier et même dépasser l'ingéniosité destructrice des bêtes. Dehors, les ravageurs sont toujours là. Pendant que les hommes soignent leurs attaques contre eux, ils évoluent, s'adaptent et peaufinent leur défense. Il était une fois un papillon appelé Carpocaps. Au début de l'été, sa chenille s'enfonce dans la chair des toutes jeunes pommes.
les carpocaps peuvent dévaster plus de 80% des arbres d'un verger. Les hommes ont trouvé un biopesticide très efficace pour lutter contre ce ravageur. Mais à force de l'utiliser à outrance, il arrive ce qui devait arriver. Des carpocaps sont devenus résistants. On dirait bien que la lutte biologique se retrouve confrontée au même problème que la lutte chimique. Myriam Silvart travaille dans un laboratoire qui surveille pour toute la France les résistances des insectes aux produits chimiques et biologiques. Les carpocaps des pommes se retrouvent régulièrement sous ces pipettes. Là, je suis en train de nourrir des larves de carpocaps des pommes avec du virus de la granulose. C'est un virus qui est utilisé comme biopesticide au verger pour lutter contre ces insectes ravageurs. Certains de ces insectes sont devenus résistants à ce virus et on essaie de déterminer si ces insectes-ci là le sont ou non. Une fois que le virus est bu par les larves, il va venir infecter le tube digestif de la larve et provoquer la maladie chez l'insecte. On va les laisser incuber pendant 5 jours et suivre l'évolution des symptômes. Le virus de la granulose n'est pas le premier biopesticide à devoir affronter des insectes résistants à son action. Depuis 1985, des biopesticides à base de bactéries appelées Bt, très utilisés dans le monde entier, rencontrent les mêmes déboires. Dès lors qu'un nouveau produit est mis sur le marché, une résistance apparaît relativement rapidement. Donc l'objectif est de savoir où et quand la résistance apparaît pour essayer de la maîtriser au mieux, pour faire durer un peu plus la vie des produits. Le laboratoire étudie les mécanismes physiologiques de la résistance du carpocaps au virus de la granulose. Normalement, le virus met en moyenne 6 jours pour tuer une chenille infectée. La chenille perd du poids, blanchit, puis se liquéfie de l'intérieur. Chez les insectes résistants, la phase précoce de l'infection a lieu, c'est-à-dire que le virus arrive bien à pénétrer dans les cellules de l'intestin, mais il n'arrive pas à se répliquer. C'est comme s'il y avait une incompatibilité cellulaire entre le virus et les insectes résistants. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé les mécanismes cellulaires qui permettent à la chenille du papillon carpocaps de bloquer la réplication du virus. Mais ils savent qu'ils font face à une nouvelle forme de résistance particulièrement puissante. Les insectes sont champions dans l'art de la survie. L'apparition de résistance ne sonne pas le glas des biopesticides, car ils sont et seront toujours des produits de traitement sans résidus, sans danger pour la santé des hommes. Tous ces ravageurs devenus résistants nous hurlent qu'il faut abandonner cette agriculture trop dépendante de produits en tout genre. Quand nous avons analysé l'état actuel de l'agriculture, nous avons dit qu'il fallait changer de paradigme. Et ce changement de paradigme voulait dire qu'il faut arrêter les monocultures à grande échelle. Il faut que nous changions ça. Nous avons besoin d'une agriculture qui soit proche de la nature. En Inde, devant les problèmes posés par l'utilisation massive des pesticides, plusieurs États ont changé de cap et se sont engagés dans la bioprotection des cultures. Dans l'État du Telangana,
un tiers des surfaces cultivées sont en train d'abandonner petit à petit l'usage des produits chimiques. Le contrôle biologique des ravageurs est devenu un enjeu prioritaire. À Hyderabad, la capitale de l'État, le Centre pour une agriculture durable soutient les agriculteurs qui veulent adopter cette méthode. L'aventure du CSA, le Centre pour une agriculture durable, a commencé en 2004, plus de 10 ans maintenant. Nous voulons promouvoir une agriculture qui procure une subsistance durable, économiquement durable, écologiquement durable. Ce que nous essayons de communiquer aux paysans, c'est que les pesticides ne sont pas utiles. On peut restaurer l'écosystème. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des pesticides. C'est le message que nous voulons faire passer aux paysans de façon haute et claire. En Inde, une nouvelle forme de lutte biologique voit le jour, la lutte par conservation. La lutte biologique par conservation veut transformer l'environnement, réaménager les paysages agricoles pour offrir de bonnes conditions de vie aux ennemis naturels des ravageurs et équilibrer durablement les populations de ravageurs et d'auxiliaires. On ne relâche plus rien, aucun auxiliaire, aucune coccinelle ou guêpe, ni par centaines, ni par milliards. Les auxiliaires vivent là toute l'année, tranquilles, dans les champs. Chandra Sekar et Yadava Reddy, du Centre d'agriculture durable, suivent de près la vie des bêtes dans les plantes cultivées. Pour le plus grand bien de l'exploitant, ça fourmille de partout. Hey, here it is. Podapra egg mass is there. It's newly hatched. Yes. See the young larvae. This is basically. C'est un mangeur de feuillage qu'on voit le plus souvent dans le coton, les tomates et les cacahuètes. Et il y a aussi des ennemis naturels que l'on peut trouver là. Ici, c'est une larve de chrysope. Et là, il y a ses œufs. Dressés comme des sentinelles dans la plantation, les œufs de chrysope n'attendent que d'éclore pour se lancer à l'assaut de Spodoptera. Dans le sol, les vers luisants partent à l'attaque des limaces et escargots. Les araignées carnivores adorent sucer jusqu'à la moelle les insectes herbivores. Les champs font partie de ce que l'on appelle un agrosystème qui combine différentes cultures avec des haies, des bosquets, des prairies réservées à des végétaux sauvages, un réservoir d'espèces vivantes, animales et végétales qui lui procure protection et robustesse. I think fruit fly is there. Seems all the tender fruits are becoming dry. Les méthodes de lutte par conservation ne sont pas miraculeuses. L'équilibre des plantations est fragile et l'agriculteur doit rester très vigilant. L'unique moyen de renforcer ce mode d'agriculture est de faire progresser les connaissances. Vous devez apporter un savoir nouveau. Et ce savoir nouveau est une synthèse entre le savoir ancien et la compréhension contemporaine des écosystèmes. En fait, on peut dire que l'agriculture écologique est une technologie postmoderne. Des champs dynamiques, des plantes en bonne santé. Ce qui fonctionne ici en Inde peut s'appliquer partout. Plus de 75% des exploitations agricoles dans le monde ressemblent aux exploitations indiennes, familiales et à petite surface. Nous devons faire plus en lutte biologique et utiliser la science pour la rendre plus efficace, pour améliorer son impact, réduire ses coûts et finalement la rendre plus attirante pour les fermiers. Lutte par acclimatation, par augmentation, par conservation, les différentes formes de lutte biologique peuvent profondément redessiner, transformer le monde agricole.
Et dans ce monde agricole renouvelé, les produits chimiques ne seraient alors utilisés qu'en toute dernière intention. Il y a une pression de plus en plus de différents groupes d'influence, y compris le grand public, pour qu'on choisisse de plus en plus des moyens de protection des cultures qui soient de plus en plus naturels. Et la lutte biologique, c'est la voie royale pour faire ça. Ça demande un changement de braquet, oui, et de vision, mais c'est à notre portée. C'est à notre portée, je parle au nom en tant que scientifique, mais c'est à notre portée en tant que société, que décision politique, quoi, je pense. C'est faisable et ça vient. La lutte biologique nous parle d'un monde aussi beau et complexe que la vie elle-même. Un monde dont nous avons besoin maintenant. Pour l'instant, 5% seulement des terres agricoles dans le monde bénéficient d'une forme de bioprotection. Les petits auxiliaires nous montrent la voie. Qu'attendons-nous pour les suivre ? Je suis une guêpe, une punaise, un virus, une coccinelle, et je suis l'avenir des hommes.